Oui. C'était un peu la grosse actu, hein, je pense, ces derniers temps, Ah, dans le monde c'était du 9e art. plus que... Ah, tout à fait, c'était plus que la grosse actu, puisque Dupuis avait décidé de relancer Gaston Lagaffe. Gaston qu'on n'a plus vu depuis longtemps, depuis la mort d'André Franquin. Alors on sait bien que les maisons d'édition sont un peu frileuses et donc qu'elles aiment bien quand même avoir des valeurs sûres dans leur catalogue. Et le fait de pouvoir reprendre Gaston Lagaffe, c'était aussi un peu le petit coup de se faire un peu plus d'argent sur le dos de personnes décédées, n'est-ce pas? Puisque les maisons d'édition font souvent hein, des suites aux séries qui ont existé et qui ont déjà fait leur succès auparavant. Il y a Ricochet, hein, qui est un des plus bels exemples, avec Simon Van Liemt maintenant au dessin et Zidrou. Tu parlais des séries de notre enfance. Zidrou, vous le connaissez peut-être avec L'élève du Cobu, qui est peut-être un de ses plus grands succès. Et donc, ils avaient décidé de relancer Gaston Lagaffe, mais c'était sans compter sur. Alors, j'ai un sourire, je ris jaune, hein, je suis désolé. C'était sans compter sur l'avis contraire de la fille d'André Franquin, qui a décidé de poursuivre Dupuis en justice, puisqu'André Franquin avait décidé à sa mort de laisser le Marsupilami, qui a été créé par André Franquin, à baptême. Mais pour Gaston Lagaffe, c'est un peu comme Hergé et son Tintin. Il voulait personne. Personne ne pouvait reprendre Gaston Lagaffe. Et là, comme Dupuis a un peu les droits du personnage, ils se sont dit que ce serait peut-être sympa de reprendre Gaston, qui est un pilier bien sûr du 9e art, que tout le monde connaît. Et donc, bah, ça a un peu déconné là sur le coup, puisque maintenant, bah, ils sont en procès. Et donc, les albums qui étaient déjà, le dessin était fait, l'album était fait, tout avait été imprimé, ça devait sortir pour la fin de l'année. Et ben, je pense que Dupuis va pouvoir un peu revoir sa copie. Et c'est pas plus mal qu'ils se prennent un peu les pieds dans le tapis, parce que j'en veux énormément aux maisons d'édition classiques qui sont assez frileuses, comme je l'ai dit tantôt, à part jouer sur des séries qui ont déjà fait 70 tomes, et donc on continue, et le scénario devient de plus en plus mauvais. Euh, on, on, on empêche des dessinateurs de talent de produire de nouvelles choses, et ça m'embête beaucoup. Alors, il y a quand même des choses qui sont bien faites, hein. J'ai ici, j'en ai pris une, juste pour l'exemple. Vous connaissez peut-être Barbe Rouge. Euh, Barbe Rouge était une bande dessinée qui a déjà pas mal d'années, qui était faite par Charlier et Ubinon. Euh, et là, le dessinateur qui est italien, qui est Stefano Carloni, a un dessin qui est absolument fantastique. Et le scénariste, c'est Crane, qui avait fait Trump, qui a fait Bout d'homme et tout ça, donc des grosses séries aussi. Donc ça tient la route, c'est très bien. Donc tout n'est pas acheté non plus, hein, mon cher Fred, mais il y a quand même des choses, des séries où il aurait mieux valu laisser là en plan. Tant qu'on est à parler de piraterie, il y a de plus en plus dans les maisons d'édition des ouvrages comme ça de pirates qui ont soif de liberté. Et je pense que c'est très bien, et ça sort maintenant parce qu'on sort nous-mêmes de 2 années où nos libertés ont été un peu beaucoup bafouées. Et du coup, ben, il y a quand même pas mal de bandes dessinées là-dessus, hein. Il y en a qui ont été faites sur le confinement, il y en a qui ont été faites sur justement l'envie de liberté, de plus de liberté. Et là, effectivement, on sort chez Dargo. C'est la bande dessinée qui est normalement visible, hein, c'est La République du Crâne. Tu dis normalement C'est... comme si c'était pas le cas, mais oui, on la voit. Oui, Et bah je- oui. Ah, mais, on la je- voit, enfin, oui, hein. mais oui, on la voit. Ça, j'ai pas Oui, merdé cette partie-là. Et juste, je d'accord. t'interromps 2 secondes. On dit un grand bonjour. John, bienvenue. Oli Boîte nous a rejoint. Bienvenue. Et tu vois, t'étais à la bourre, mais pas trop, hein. Et donc, juste petite parenthèse dans le chat, n'hésitez surtout pas. Jordan est une encyclopédie, on va dire ça comme ça, de la bande dessinée. Bon, Si vous avez des questions, et même monsieur. sur le milieu, c'est l'occasion de lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Moi, je ferai le relais, j'adore faire ça, et je poserai vos questions, parce que je pense qu'il ne les voit pas. Mais je suis là, je Non, veille au grain, et donc je vais évidemment faire le relais de toutes vos questions. Mais là, on va parler de pirates.
Donc la République du Crâne, dis-nous plus. Alors, la République du Crâne, ben, au dessin et au scénario, ce ne sont pas des inconnus, hein. Euh, Vincent Brujas et Ronan Touloat sont connus pour avoir fait Iradei, qui était une série très sympa, mais encore une fois, la frilosité des maisons d'édition a fait que ça s'est arrêté après 4 tomes. Ils préfèrent, à mon avis, reprendre des séries qui vendaient plus. Voilà. C'est le profit avant la qualité, n'est-ce pas? Et ils ont fait. Vincent Brujas n'est pas un inconnu du tout, puisqu'il avait fait aussi avec d'autres dessinateurs. Il y a une très bonne série. On est au tome 2, le tome 3 est en préparation. C'est Nottingham. C'est l'histoire de Robin des Bois, mais un peu revisité à la sauce Vincent Brujas, qui nous étonne à chaque fois. Euh, il avait fait aussi avec Thomas Legrain, qui est un dessinateur namurois. Il avait fait The Regiment sur la véritable histoire du SAS, qui était très très bien aussi. Et puis ils avaient fait avant ça, et ça c'était extraordinaire, Le Roi des Ribauds. Le Roi des Ribauds, il y a 3 tomes. Hein, pour de belles, voilà, hein, c'est déjà une belle brique. Mais ça c'est extraordinaire aussi sur la guerre, bah, une ribaude, hein, on voit tous un peu ce que c'est, mais apparemment on peut pas dire de gros mots, sinon voilà. Tu peux les On dire, enlève mais les on peut lettres pas et tout les ça. écrire. Ah bah parfait. Bon Donc, bah c'est le roi des ribauds, hein, voilà, on aura vite compris. Donc c'est une guerre un peu intestine entre des clans pour devenir le roi des ribauds, n'est-ce pas? Et donc après avoir fait tout ça, ils nous reviennent. Alors ils ont une actualité qui est absolument fantastique. Je pense que Ronan Toloat ne dort pas. Il sort 3 bandes dessinées rien que cette année. Donc c'est quand même c'est très bien, hein. Normalement c'est une tous les 2-3 ans. Donc lui non, il en fait 3. Il y en a une qui vient de sortir qui s'appelle Les Cosaques. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de la lire, donc je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Et puis là avec la République du Crâne, euh, ils reviennent vraiment au thème de la piraterie, mais de la soif de liberté, pas que des combats entre oui, d'accord, je vais te prendre ton bateau, c'est une prise, c'est pas que Pampan, voilà. C'est la véritable histoire et on en arrive vraiment au fondement de la piraterie avec cette soif de liberté et justement le fait que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Euh, Ça fait un peu écho, on en a parlé tantôt, mon cher Fred, à Libertalia, euh, qui était paru chez Casterman à l'époque. C'était Paolo Grella au dessin, 3 tomes. Et là, dans Libertalia, on assiste vraiment à la genèse d'une société où vraiment tout le monde y met, on est vraiment tous égaux. Voilà. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est justement dans la République du Crâne. euh, on en arrive à, bah tiens, qu'est-ce qui nous pousse à justement créer cette République du Crâne? Donc on suit quand même pas mal de personnages, c'est une brique quand même, hein, d'accord, mais qui se lie assez facilement. Euh, on suit le capitaine Silla qui va faire une prise d'un bateau anglais et qui va donner la prise, hein, donc le bateau pris, à son bras droit, Olivier de Vannes. Et Olivier de Vannes va pouvoir lui aussi écumer les mers. Et il va se retrouver devant un bateau portugais où on sent le mât est cassé, il n'y a personne sur le pont, rien, mais une prise reste une prise. Il arrive sur le pont et là sortent des cales, euh, des guerriers africains et suivis de leur reine. Alors, c'est intéressant aussi dans le contexte actuel, hein, d'avoir une femme, et c'est très très bien et c'est très bien joué de leur part. Et donc, ils en arrivent à devoir cohabiter, à devoir aider justement ces guerriers africains. Ils les ont libérés, d'accord, mais il y a d'autres négriers partout, hein, c'est le tristement célèbre triangle, hein, Europe, Afrique, Amérique. Euh, ils vont les aider et puis justement se dire, ben, faire pampan, ok, on risque notre peau tout le temps, c'est chiant. D'ailleurs, derrière, hein, il est mis un mourir libre la corde au cou plutôt que vivre les fers au poing. C'est un peu ça. Ils vont se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vivre un peu en paix et faire en sorte qu'on vive le plus longtemps possible. Et donc, ils vont créer cette République du Crâne. Mais bien sûr, vous venez de couler quelques bateaux anglais.
faut pas croire que la reine va se laisser faire, et donc arrive un moment donné où on va les retrouver, et je laisse la suite aux personnes qui auraient envie de lire cette magnifique bande dessinée. Voilà. Et on est sur quelle période? Tu l'as peut-être dit, mais j'ai peut-être zappé l'info. Sur quelle période? Oui, c'est... Ah ça tu me poses une colle. Ils ne le disent pas spécialement, c'est intemporel ou... Oui, je pense que oui. Hein. Vu qu'on parle de bateaux anglais... Oui, c'est au 18e. Hein. 18e? Oui. Ok. Donc on est à 1750, quoi. Et alors, Voilà. question dans le chat pour toi, de Oui. Fanny Jaune. Qui décide du choix de la couverture pour les BD? Alors, là, c'est plus compliqué. La maison d'édition a parfois plus son mot à dire que les dessinateurs eux-mêmes. Concrètement, il faut que ça se vende. Donc, le dessinateur propose plusieurs couvertures et la maison d'édition prend celle qui leur paraît la mieux pour faire vendre. Mais généralement, il y a même des fois où le dessinateur n'est même pas au courant du choix de la couverture. C'est arrivé à un ami, Francis Carin, qui c'était chez Glénat pour Ennemi de sang. Il avait proposé des couvertures et la maison d'édition en a choisi une toute autre. Et il n'était pas content. Voilà. C'est comme dans les livres en fait. Parfois on n'est pas content, parfois on est très content. Comme moi par exemple, je suis très content chez Phoenix Noir. Mais c'est vrai que les couvertures ça attire. Et alors, je sais pas si on peut. Est-ce que ça se fait? Parce qu'on me glisse ça dans l'oreillette. Mais je sais pas si on peut montrer une planche, voir un peu le dessin. Est-ce qu'on a le droit? Alors, j'en avais choisi une parce que le dessin de Ronan Touloat est très vif. C'est très bestial. Vous allez voir, j'ai choisi celle-ci, pardon, parce que moi, elle me parle vraiment, mais vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, c'est très... ce n'est pas une planche, on appelle ça à l'époque, enfin, on appelait ça à l'époque les planches gaufres. Vous savez, on fait ça, clac, clac, et à chaque fois, c'est 9 cases, 9 cases. Et ça, c'est du Tintin, quoi. Voilà, Tintin, c'était ça. Là, pas du tout le dessin. Je choisis une autre, peut-être un peu plus. Voilà, le dessin, le trait est assez vif. Le trait est, oui, bestial. C'est quelque chose que moi j'ai bien aimé. Maintenant, je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde, mais en tout cas, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de ce qu'on a toujours connu avec les femmes en blanc, n'est-ce pas, mon cher Fred, ou de Pierre Tombal. Les couleurs jouent aussi un rôle très important dans les bandes dessinées actuelles. On est loin des codes très carrés. Maintenant, ça se libère de plus en plus. Voilà. Et Kiko, dans le chat, oui. il nous dit évidemment, c'est son expertise, la colorimétrie est sympa de ce que tu as montré. Très sympa même. Ah, alors, ils avaient fait une exposition chez Hubert Ibren à Bruxelles il y a un mois ou deux pour la sortie de la République d'Ukraine. C'est impressionnant. Je vous invite vraiment à aller quand il y a des expos parce qu'on a une toute autre vision du travail du dessinateur. Parce qu'il y a des fois, il y a des dessinateurs qui passent du crayonné à l'ancrage directement et puis ils envoient ça à la coloriste ou au coloriste. Et voilà, c'est comme ça. Il y en a où c'est fait par ordinateur aussi. Et puis il y en a qui travaillent encore à la couleur directe. Et ça, c'est beaucoup plus impressionnant. Le grand Herman qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême il y a quelques années, en 2016, lui, il travaille à la couleur directe. Donc, sortir une de ces bandes dessinées en noir et blanc, c'est impossible puisque ces planches sont déjà colorisées. Sinon, c'est faisable hein, avec d'autres de faire de noir et blanc. Et ça donne aussi une autre vision. On voit mieux les traits des dessinateurs quand c'est en noir et blanc. Et quand tu dis couleur directe, ils ne font pas de... Par exemple, moi quand je dessine, je fais un vilain croquis immonde sans alors trop ça appuyer. je veux voir, hein. Je veux te voir dessiner. Hein. Eh ben écoute, un jour je montrerai les dessins de quand j'étais plus jeune
Ça va. Ça vaut le détour quand même par moment. Mais je me rappelle, enfin, je dessinais tout doucement. Et puis après, quand j'étais content, je repassais, j'appuyais un peu ou je mettais de la couleur. Et donc, couleur directe, c'est ils y vont franco. Ils savent déjà quelle couleur Ouais, va où et en ouais. avant Guingamp. Oui, en avant Guingamp. Mhm. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est de les voir lors de festivals ou de séances de dédicaces. C'est de les voir euh, colorisés. Moi, ils font des associations entre quatre cinq couleurs où je me dis, mais ça va rien donner. Et le résultat est absolument fantastique. Donc, il faut aller voir dans les expos les couleurs directes parce que moi, j'ai l'impression que ça coule partout. Quand j'essaye de le faire, ça ne s'arrête pas là où je voudrais. Et eux arrivent comme ça à sortir des choses devant un public en plus, donc tu imagines le stress. Ils arrivent à te faire ça comme s'ils avaient fait, enfin, ils ont fait ça depuis tout le temps, mais voilà, c'est plus impressionnant en tout cas, en couleur directe. Et Fanny Jaune dans le chat nous demande les auteurs de BD créent-ils en premier l'histoire ou dessinent-ils en premier? Alors, ça dépend encore une fois de chaque dessinateur. Il y a des dessinateurs qui ne reçoivent le scénario qu'en partie. Donc, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ne savent pas. Il y a même un dessinateur une fois qui m'a dit j'avais créé un physique pour le personnage, et puis il a fait quelque chose dans la suite de l'histoire où je me suis dit mais ça ne colle pas du tout au physique que je lui avais donné, et donc il a dû tout refaire. Donc, ça dépend un peu. Il y a des scénaristes qui sont très très pointilleux, à la limite chiants, qui vont dire case une comme ça, avec ça derrière, et puis ensuite tu me dessines ça, elle de dos, et puis il y en a qui disent voilà ce qui doit se passer, et je te laisse libre cours, tu fais comme tu veux, comme tu le sens, et ça donne des choses extraordinaires. Il y a un peu les deux. Alors après, il passe quand même à la recherche, à des recherches pour les personnages. Dans les expos, si vous avez un jour vraiment la chance d'y aller, vous allez voir les croquis parce qu'ils arrivent à dessiner. Moi, c'est ça qui me tue, c'est ils arrivent à dessiner de planche en planche, planche après planche, la même personne. Moi, j'essaye de dessiner deux fois la même chose, c'est deux personnages complètement différents. Donc là, ils arrivent d'abord à faire le personnage avec toutes les mimiques, les émotions possibles. Il garde cette feuille-là et puis il dessine. Et là, c'est en avant Guingamp et tout ce qu'on veut, droit au but pour Marseille, comme ça on ne choque personne. Et c'est vraiment extraordinaire de, de, de voir à quel point dans les histoires, il y a souvent des physiques qui collent. On a généralement un physique pour le méchant, un physique pour le gentil, un physique pour le naïf, un physique pour le crédule, tout ça. Donc, ils sont assez forts. Hein, et puis, c'est quand même un métier hein, et qu'on sous-valorise assez souvent. Alors, juste, est-ce que, à ta connaissance, on me glisse ça dans l'oreillette? Parce que vous voyez le chat, mais alors j'ai aussi une oreillette qui me donne d'autres questions. Vous tracassez pas, c'est normal. Et puis je viens à ta question nette, mais est-ce qu'il y a des dessinateurs qui sont aussi des scénaristes? Est-ce que parfois la même personne fait tout? Parce que souvent, quand même, ce sont des duos, ou plus d'ailleurs, et un Oui, travail de collaboration. Mais est-ce qu'il arrive que quelqu'un fasse tout? Rémi Brica, homme orchestre, et on est parti. oui, ça arrive. Il y a même des fois des séries, je pense à une série en particulier, qui s'appelle Lady S, qui était chez Dupuis, qui avait été scénarisée par le grand Jean Van Hamme, et qui était dessinée par Philippe Aymon. Et puis au bout je crois, de 10 ou de 11 albums, Jean Van Hamme a dit, bah, voilà, j'ai fait le tour, j'arrête. Et donc Philippe Aymon a fait le scénario et le dessin. Généralement, ils demandent conseil quand même à d'autres scénaristes, ou alors ce sont vraiment des projets très personnels, et donc là, ils arrivent à scénariser eux-mêmes. Mais généralement, je pense que dans 70 à 80% des cas, ils sont plusieurs, et des fois, ils sont même plusieurs dessinateurs sur la même bande dessinée. Donc il y en a qui font l'exemple de Michel Vaillant. Il y a un dessinateur pour les personnages et un dessinateur pour les voitures. Alors, je vous assure que c'est vrai. Il y en a qui dessinent la voiture et puis on incorpore la tête de Michel Vaillant à l'intérieur du véhicule.
Ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Donc, il y a des fois plusieurs dessinateurs, des fois plusieurs scénaristes. Ça dépend un peu de chaque projet. Et donc Nathalie demande, est-ce comme pour les livres, les maisons d'édition ont-elles leur mot à dire pour le scénario et demandent-elles parfois des modifications, que ce soit peut-être au dessinateur ou au scénariste ou les deux? Est-ce que les maisons... Parce que contrairement... Enfin, ça arrive aussi dans l'édition des livres, mais j'ai cru comprendre que souvent, ils font un échantillon ou un projet, et puis l'éditeur les signe, et puis il réalise ce qui a été prévu dans le contrat. Tandis que souvent dans les livres, on finit son manuscrit, et puis on le propose, et puis on le remodifie, on le corrige. Mais c'est quand même des logiques très différentes. Et donc finalement, est-ce que les maisons d'édition ont quelque chose à dire une fois que c'est lancé? Alors, oui. Chaque maison d'édition a généralement une spécificité, pardon. Dupuis un peu plus pour les enfants, Glénat et Dargaud un peu plus pour les adultes, Soleil pour tout ce qui est un peu dans la science-fiction. Donc il y a à chaque fois, oui, quand même Par exemple, si moi un jour je devais créer, je ne sais pas, quelque chose avec des dinosaures, des enfants, tout ça, je pense que aller chez Dargaud, ça va être un non quasi certain. Ou des Alors que chez licornes. Dupuis, il serait... Pardon? Des licornes. Oui. Oui, des licornes. Écoute, Ah. on pourrait. Hein. Émilie, On pourrait. bonjour. Poke Émilie Ancio, qui arrive tout doucement aussi. Mais elle fait les licornes, elle aime bien. Tu vois, Ah bah voilà. Mais, c'est sa donc spécialité. voilà. Et puis généralement, alors ça dépend. Quand c'est pour faire une reprise d'une série qui existe déjà, plusieurs dessinateurs font des essais. Ils font généralement une planche. Alors soit la maison d'édition va vous dire on cherche tout à fait autre chose. Donc ne faites pas un copier-coller du premier dessinateur. Ou alors ils essaient de trouver justement quelqu'un qui va reprendre trait pour trait les traits justement du premier dessinateur. Donc ça, c'était déjà un premier point. Et puis alors après, si c'est un nouveau projet, vous faites quelques planches que vous envoyez aux maisons d'édition et généralement après ils vous signent. Mais la maison d'édition a quand même des fois des choses à dire si ça leur plaît pas, bien entendu, ou si dans le scénario il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont quand même dans la plupart des grosses maisons de l'expérience. Et donc, ils vont vous dire, bah, ça d'accord, ça non. Il y a, au tout début de sa carrière, Tibet, qui était le dessinateur de Ricochet, avait fait une série avec des animaux. Les personnages étaient des animaux. Et Hergé lui a dit que ça marcherait jamais. Quelques années plus tard, une des plus grosses séries qui se vend à l'heure actuelle, c'est un chat. Alors, c'est pas le chat de Gueluc, hein, c'est le chat de Black Sad de Juanjo Guarnido, et c'est un des plus gros succès. Donc, vous voyez, il y a des fois aussi, on peut se tromper assez facilement. Moi, je croyais que c'était Cubitus. Ah, Cubitus de Dupas, oui. Cubitus, mais alors Cubitus, je te mets au défi de me dire ce que c'est. Hein. C'est pas un chien, c'est pas... Enfin, c'est un peu spécial, hein, Cubitus. C'est original. Vous connaissez Cubitus dans le chat? Dites-nous. Et Fanny Jaune nous demande au passage, est-ce qu'il y a un nombre limité de mots dans une bulle? Non. Alors ça, si un jour vous en avez l'occasion aussi, prenez un peu un Black et Mortimer. C'est horrible à lire parce que les bulles, les phylactères sont gigantesques. Et donc, non, il n'y a pas vraiment de règles. Maintenant, il faut quand même que ce soit lisible. Et alors, tout dépend aussi. Il y a des dessinateurs qui vont commencer par la bulle au-dessus, qui doit être lue ça doit être la première, et puis en dessous. Il y en a qui mettent vraiment au même étage, et vous commencez de gauche à droite. Il n'y a pas vraiment de règles, comme pour les cases. Il y a des fois des cases où je me suis retrouvé à me dire, mais j'ai lu la mauvaise, parce que c'est pas très clair dans le découpage, et donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc on relit la planche, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de règles. Edgar P. Jacobs, qui était le dessinateur de Black et Mortimer,
prenait l'habitude de tout décrire. Donc, Mortimer sort de la pièce en claquant la porte et ses chaussures frôlent le chambranle. Voilà, généralement, moi, ça, dans le dessin, c'est mis, on le voit dans le dessin. Donc, Edgar P. Jacobs, pour ça, était un maître reconnu de phylactère qui faisait les 3/4 de la case. On voyait même plus les personnages. Bah, je sais pas vous, mais ça me donne envie de lire de la BD parce que moi on me dit souvent ça va te faire bondir, tomber de ta chaise, tomber dans les pommes, mais je m'en vais. Parfois on me dit tiens mais est-ce que c'est vraiment de la littérature, est-ce que c'est de lire de la BD, et c'est incroyablement oui, c'est incroyable en fait d'avoir ces idées reçues, et souvent ce sont dans les écoles qu'on me dit ce genre de choses, et très franchement il n'y a pas de livres qui ne sont pas de la lecture, donc chacun a ses portes, et la bande dessinée c'est génial. Si vous avez des enfants qui lisent de la BD, dites-vous que c'est génial. Et moi je me dis que j'en lis pas assez par exemple. Et donc pour la réponse la plus importante de la soirée, je crois, c'est que Cubitus est un chi-ours. Un mi-chien, ah bah voilà, bah, mi-ours. Oui. Oh. Ah mais... Oui, alors si Dupas était encore de ce monde, il aurait pu te répondre, mais... c'est Kiko qui propose, oui, hein. Mais je suis assez d'accord. Oui. C'est au créateur qu'il faut demander. Quand on ira le rejoindre dans l'au-delà, on demandera à Dupas, oui. C'est comme le marsupilami, qu'est-ce que c'est? Le marsupilami, c'est rien. Enfin, c'est inconnu. Alors peut-être que la palombie existe vraiment et que dans la forêt palombienne, il y a des marsupilamis. Mais je mets quiconque au défi. Alors il y a Franck P qui a voulu répondre à la question en sortant son encyclopédie La Bête, qui est absolument fantastique, et il donne des conférences pour savoir ce qu'est exactement le marsupilami, et il colle dans votre livre des poils de marsupilami. Alors je ne sais pas à qui il a pris les poils, mais il colle des poils de marsupilami. J'ai fait pareil avec mes cheveux dans mes premiers livres, et regarde le problème maintenant. Là, tu vois. Bah voilà. Oui, mais j'aurais pas dû. On va retrouver ton ADN partout, Fred. C'était pas ma meilleure idée, hein, ça. Mais peut-être qu'un jour, ces livres-là vaudront plus cher. Ah, tout à fait. Ce que je te propose, il y a un thème que j'avais envie d'aborder avec toi, en attendant éventuellement d'autres questions dans le chat. Vous n'hésitez pas, on profite de la présence de Jordan pour parler bande dessinée, et puis on s'arrêtera pas là, je pense. On va encore parler BD ici, sur cette chaîne, régulièrement. Il y a une pénurie actuellement qui frappe. Alors ça frappe la bande dessinée comme les livres, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. La pénurie de papier. Est-ce que la bande dessinée est touchée pour l'instant? Alors, tout à fait, puisqu'il y a même des sorties de gros titres de bande dessinée qui sont repoussés à plus tard. Il faut savoir que il y a quelques maisons d'édition, et j'en connais qui ont déjà mis une option sur les futurs stocks, parce que sinon vous êtes incapable de sortir la bande dessinée. Il y a quelques temps d'ici, il y avait aussi, c'était le papier carton, et du coup, il n'y avait pas de couverture. Les couvertures, c'était impossible à faire. Alors, il faut du coup aller en Flandre. En Flandre, les bandes dessinées sont souples. Hein, ce ne sont pas les dures comme nous, c'est très souple. Comme les Bob et Bobette. Oui, comme les Bob et Bobette. Et... Comme les Bob et Bobette. Vous voyez à quelle époque je me suis arrêté, du coup, plus ou moins en bande dessinée. Ah ça donne des indices. Oui, là c'est... Mais encore une fois, c'est pas mal, hein, Bob et Bobette, mais il y a quelques centaines d'albums, et là, plusieurs dessinateurs, du coup, hein, je crois qu'ils en sortent quand même un sacré paquet par année, donc il y a d'autres. Mais oui, le papier, ça devient vraiment un problème pour les maisons d'édition, et je sais qu'il y a des sorties qui sont repoussées par faute de papier. Je pense que ça doit être la même chose pour le roman. Il y a sûrement des sorties qui sont repoussées de 2, 3, 4 semaines. Ça, les livres, j'en lis, mais peut-être pas autant que la bande dessinée. On demandera à Émilie tout à l'heure ce qu'elle en pense. Spoiler alerte, Émilie, prépare-toi à cette question. Tout à fait. Elle hoche la tête. Donc, voilà. Elle se prépare avec des crêpes.
Et donc le papier, évidemment, bah oui, c'est... Et donc tu dis des sorties repoussées, et alors, et John dans le chat nous dit, le prix des BD livres monte du coup. Est-ce que tu vois une augmentation dans le prix des albums que Oui, tu achètes? oui, oui, bien sûr. Alors, il y a d'une part la pagination qui fait que généralement le format plus ou moins classique d'une bande dessinée, c'est 48 planches. On peut aller, ça va de 10 à 12 euros pour les Dupuis, c'est très fin, c'est pour les enfants, à une vingtaine d'euros maintenant pour des bandes dessinées, on va dire pour adultes, hein, comme celle dont je parlais tantôt, Sangoma, Les damnés de Cape Town, de Corentin Rouge. La bande dessinée est à 25 euros. Donc ça, attention que ça devient un prix, d'accord. Et il faut savoir qu'en bande dessinée, maintenant, il n'y a plus de place. Il y a un nombre inimaginable, d'accord, de sorties par mois. Le vrai fan de BD ne sait plus acheter peut-être autant de BD qu'avant. Il y a beaucoup trop de sorties et on disait tantôt qu'il y avait, enfin je disais tantôt qu'il y avait énormément de séries qui étaient pour moi à arrêter. Les tuniques bleues, par exemple. Je sais que là, je ne vais pas, peut-être pas me faire des amis, mais les tuniques bleues, il y a un moment donné, il faut arrêter. Euh, donc, il y a trop de sorties et on laisse pas assez la place justement à des dessinateurs avec de vraies idées. On va te sortir 3 Black et Mortimer, on va te sortir 2 Ricochet, on va te sortir des Torgal. Alors là, avec les spin-offs, hein, on suit maintenant les aventures de la fille de Torgal, on suit les aventures de la méchante dans Torgal. Voilà, je pense que ça, c'était peut-être pas nécessaire et donc ça prend la place d'autres bandes dessinées qui, pour moi, étaient peut-être mieux abouties. Et petite question, et très grande question même, de Fanny, dans le chat, y a-t-il des BD destinés plus aux femmes? Trouve que la BD sont plus destinées aux hommes. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est vrai? Ça peut donner cette impression-là parfois, ou pas. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? bah, je répondrai à ça que le grand gagnant du festival d'Angoulême est une femme. Puisque Julie Doucet a gagné le Grand Prix cette année. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, le fait que la BD soit plus un monde d'hommes. Maintenant, dans les plus petites maisons d'édition, il y a souvent des bandes dessinées qui traitent alors, oui, je ne sais pas comment le dire, mais qui traitent de problématiques plus féminines. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis là, mais ça dépend ce qu'elle voudrait lire. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans toutes les maisons d'édition. Maintenant, si ce sont des livres, on va dire plus sur le féminisme et tout ça, il y en a, oui, énormément. Il y a énormément de sorties. On sort quand même du mouvement MeToo, de tout ça, et donc ça a quand même... Les problèmes de société ont souvent... la bande dessinée les traite assez souvent. Hein. Il y a dans le dernier, ou peut-être l'avant-dernier, Marsupilami, on parle du hashtag MeToo, par exemple. Donc il y a pas mal de séries comme ça qui traitent un peu des sujets de société et qui se rapprochent peut-être plus oui, des femmes et des hommes. Mais je pense que la BD s'adresse aux hommes avec un grand H. Je pense pas qu'elle soit très genrée. Je pense qu'il y a à boire et à manger, encore une fois, dans toutes. Il y a des BD qui sont restés très paternalistes, et puis il y en a qui pas du tout. Donc, à voir ce qu'elle entend par là et oui, quels sont les thèmes qu'elle voudrait voir être abordés dans les bandes dessinées. Et donc, Kiko, pour revenir au prix du papier, annonce une forte augmentation du prix du papier dans les mois qui viennent. On est complètement ravis. Oui, que ce soit pour les romans ou pour les BD. Ouais. J'ai bien noté ton message, Kiko. Et John nous dit que ça freinera la profusion de BD. C'est peut-être un mal pour un bien, le prix qui augmente. À voir. Oui.
Alors, je suis pas certain que des grosses maisons d'édition vont vraiment le ressentir. Avant, c'était plutôt des maisons d'édition familiales où le rédacteur en chef connaissait les dessinateurs. Là, maintenant, on est passé véritablement à des sociétés. Ce sont des sociétés et le but d'une société, c'est de faire du profit. Donc, je ne pense pas que le prix du papier va avoir une quelconque incidence dessus. Mais je l'espère parce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui, eux, ont beaucoup plus de mal à trouver du papier par rapport à Monsieur Jacques Glénat qui claque des doigts et qui a le papier qu'il veut. Donc oui, il y a d'autres maisons d'édition, dont les éditions du tiroir, qui sont belges, qui eux auront peut-être plus de mal, alors que leurs BD valent peut-être plus la peine qu'un énième tome d'une série qui en compte déjà 86. Eh bien, moi je me dis que, à t'entendre, on va pouvoir t'écouter régulièrement nous présenter des bandes dessinées, notamment de cette maison belge que je ne connais pas encore. Et donc ce sera l'occasion. Et toute autre chose. Je ne sais pas si vous avez encore une petite question ou une très grande question, parce qu'on va tout doucement remercier Jordan pour... Avec grand plaisir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, tout le monde boite et parole, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Tout le monde reste. Et je trouve ça... oui, il a passé le test, dit Gwen. Et donc, oui. Ah parfait. J'espère que le test était agréable pour toi. On a un peu ripé au début. on a fait de la radio pendant 2 minutes. Mais oui, ce qui est marrant, c'est qu'à 5 heures, tout allait bien. Entre nous, Fred, tout allait bien. Tout allait bien. Et puis, voilà. C'est le drame. Voilà. C'est le drame. Et Fanny avait encore une petite question. Le drame, je peux pas m'en empêcher, vous savez, quand vous posez des questions, je suis tellement heureux. Est-ce qu'il y a des BD électroniques? Je ne connais pas le nom exact, dit Fanny. Oui. Et moi non plus. Oui, tout à fait, ça existe. Ça existe maintenant. Je pense qu'en termes de part de marché, ça ne doit pas représenter énormément. Mais il faut une grande liseuse alors. Il y en a. Oui. Alors, il y a même des bandes dessinées où tu insères un disque dans un compact et on te lit la BD. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux bien essayer la prochaine fois parce que j'en ai une ici à la maison où j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter parce que voilà, c'était peut-être pas, c'est peut-être pas le format que je préfère. Je préfère le format papier, l'odeur du papier, le papier qu'on sent crisser sous ses doigts. Mais on peut tester. J'ai une bande dessinée de Tibet, Casanova Kid. On peut essayer la fois prochaine. Et John nous dit que c'est beaucoup de manga, peut-être. Alors. Sur ce format-là. Mais moi, ça m'intéresse. Je serais ravi d'entendre ça. Tout à fait. Maintenant, le manga, j'avoue que voilà, c'est pas... Quand on voit les chiffres entre la bande dessinée et le manga, ça n'a absolument plus rien à voir. On est à des plus 300% pour le manga. Donc c'est vrai que le lecteur moyen de bande dessinée se fait vieux, ça c'est sûr. Et il suffit d'aller en festival pour le voir. Ce sont des gens qui ont 65, 70 ans qui viennent rencontrer les dessinateurs. Donc c'est vrai que le manga attire sûrement parce qu'il y a aussi, alors on ne dit pas dessin animé, on va dire les animés, tout ça. Mais c'est un monde que je ne connais absolument pas, donc excusez les fautes plus que probables. Mais c'est clair que quand on était petit, on regardait Dragon Ball Z, et puis il y a eu les livres aussi, mais qu'on lisait de gauche à droite. Maintenant, on les lit de droite à gauche, enfin le vrai sens de droite à gauche, tout ça. Donc je pense que ça attire aussi forcément énormément de jeunes. Il suffit de voir sur Netflix la prolifération de ces animés. Donc il n'y a pas eu forcément la même chose. On a tous connu les dessins animés des Schtroumpfs, du Marsupilami, tout ça, mais ça a eu beaucoup moins d'impact. Moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, un libraire qui voudrait se lancer ne peut pas faire l'impasse sur le manga. Il pourrait pas, ou alors il met la clé sous le paillasson après 3 mois,
parce que voilà, le lecteur de bande dessinée se fait, encore une fois, de plus en plus vieux. Est-ce que tu te fais de plus en plus vieux? Non, non, quand même pas. Alors, je t'assure que pour avoir été à Fort Mardic au festival de Dunkerque ce week-end, je peux te dire que mes genoux, voilà. Donc oui, je me fais vieux, Fred, je me fais vieux. Et en parlant de vieux, ça me parle, apparemment, Goldorak est sorti en BD. Oui, tout à fait. Alors, ça a été... C'est John qui nous donne cette info, mais je suis ravi de l'apprendre du coup. Oui, Golgot tout à fait. 27. Et ça a été un énorme succès, hein. Et alors, en bande dessinée, ce qu'on aime bien faire, ce sont des coffrets collector ou des éditions limitées avec un dessin signé, ce qu'on appelle un ex-libris à l'intérieur. Donc oui, il y a eu énormément de succès pour Goldorak. Il y a eu plusieurs versions. On sort généralement en bande dessinée une version en noir et blanc, d'accord, quand c'est possible, hein. J'ai parlé tantôt de la couleur directe, là c'est impossible. Donc généralement ils sortent un tirage peut-être un peu plus grand en noir et blanc, le tirage couleur, le tirage avec un ex-libris dedans à plus ou moins 1000 exemplaires pour les pays francophones. Et donc on se tire un peu la bourre entre français et belges pour avoir le plus d'exemplaires possible. Et puis il y a aussi, et ça c'est très très beau mais ça coûte très cher, les tirages luxe. Généralement, ce que les dessinateurs aiment bien faire, c'est faire une réelle copie de leur planche en taille réelle. Donc on a des livres qui font, sans mentir, 60 cm. Hein. Donc c'est très très compliqué à lire, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, mais le prix varie de 150 à 270 € pour ce genre d'ouvrage absolument collector. Ouais, objet collector dans ce cas-là. Et tu parlais d'ex-libris, eh bien, je vous dis tout de suite, on a une spécialiste qui arrive. Et elle rigole, mais vous verrez pourquoi. Et je te propose qu'un jour, tu viennes nous expliquer cette histoire d'ex-libris qu'on connaît un peu moins, sauf chez Livresse, dans le monde des livres. Et donc, ça peut, je crois, être intéressant pour les gens qui sont avec nous ici dans la boîte et sur cette chaîne. Vous êtes très très nombreux ce soir, merci beaucoup. Jordan, c'était hyper intéressant. C'est unanime dans le chat. Malheureusement, tu le vois pas pour l'instant, mais je te ferai une capture d'écran. Je te ferai une capture d'écran tellement c'est. Bah écoute, moi, le sens de l'accueil, tu vois, on l'a ou on l'a pas. Et donc, vraiment merci à toi. Comme je disais, tout le monde est unanime, c'était très très intéressant. C'est un monde qu'on connaît moins, puisque vous savez, moi je suis dans le monde des livres, des thrillers, et donc les gens qui me suivent sont peut-être moins connaisseurs, mais ils sont curieux, et ça me fait plaisir de voir vos questions, et de voir que vous êtes curieux. On va continuer. On a découvert la République du crâne. Et si ça vous a tenté, la piraterie, je pense qu'il doit y avoir des dessins magnifiques, que l'histoire a l'air plutôt sympa, et puis la liberté c'est toujours bien. Donc, qui sait, n'hésitez pas, si vous avez été tenté, vous nous direz un de ces quatre, ce que vous en avez pensé. Et puis, Jordan, je sais pas, à bientôt. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, ça oui. Ah bah oui, oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Et on va faire ça, on va planifier ça. Merci à toi. On va laisser la place. Elle a fini ses crêpes. Elle a fini ses crêpes. Oui, parce que faut laisser finir Émilie de manger aussi. Oui, c'est bien gentil. Très très belle soirée, Jordan. Et donc, toi, tu es chroniqueur pour Créabule. Si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à aller voir ce que fait Créabule. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Et on t'accueille ici quand tu veux.